Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes dimanche 28 février 2021, le dernier jour du mois de février. Et nous avons le plaisir de recevoir dans votre émission le jury du dimanche iRadio, ITV, imedia.sn, Seydou Gueye, ministre porte-parole, coordonnateur de la communication de la présidence de la République et porte-parole de l'APR, l'Alliance pour la République. Bonjour Seydou Gueye. Bonjour Mamadou, merci pour votre invitation. Je voudrais en plus saluer l'ensemble de vos collaborateurs, les techniciens ici présents qui travaillent à ce que cette émission soit bien réalisée. Et vous souhaitez toujours les mêmes vœux de succès. C'est une radio, une télé et un dispositif média qui démarre, qui est en émergence. On lui souhaite le meilleur ici au Sénégal et dans son expansion sous-régionale et internationale. Merci, et d'autant plus que Imedia, c'est ici et ailleurs. Voix du palais et du parti, sa double casquette fait de Seydou Gueye le monsieur com du pouvoir du président Macky Sall, quand bien même le porte-parole du gouvernement est assuré par quelqu'un d'autre, son collègue, le ministre Oumar Gueye. Il n'est pas un spin doctor pur et dur comme on en trouve dans l'entourage des présidents et autres personnalités politiques des temps modernes. Rocardien pendant ses années socialistes en France, Gueye est avant tout un politique, mais il n'en est pas moins passionné par la communication avec son jeu de séduction. Séducteur, c'est tout naturellement qu'il a cheminé avec un certain Abdourahim Agne qui passe pour être un imbattable dans ce rôle. Seydou Gueye, un communicant donc de la présidence de la République du Sénégal. Ce ne sont pas les sujets qui manquent pour l'invité de la semaine du jury du dimanche, la vaccination du président Macky Sall et sa communication, la deuxième année de son mandat après sa réélection en février 2019, la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, accusé de viol et de menace de mort par une masseuse, Adji Sarr, et son refus de répondre à la convocation du juge d'instruction. Nous allons parler également des accusations de complot contre le pouvoir sur cette affaire, la position des universitaires sénégalais, ils sont au nombre de 102, sur l'état de droit, le calendrier électoral, sans oublier les conséquences économiques et sociales de la pandémie à Covid-19. Seydou Gueye, le président Macky Sall, vient de boucler les 2 premières années de son deuxième mandat à la tête du Sénégal. Sénégal, un état de droit en déliquescence. C'est la substance du manifeste signé par 102 universitaires sénégalais qui interpelle le président de la République. Vu sous l'angle de la soumission de l'État au droit, le bilan qu'en font les universitaires n'est pas reluisant. Et êtes-vous en phase avec eux? Non, pas du tout. Et le contraire vous aurait étonné. Mais je voudrais, avant de rentrer dans le sujet, avoir une pensée très très amicale à M. Abdourahim Agne, avec qui j'ai fait un long chemin, et puis saluer tous les Sénégalais qui nous écoutent. Et les rappeler aussi à l'impératif que nous avons tous de respecter les gestes barrières et de faire tout ce qui est en notre possible pour aller nous faire vacciner. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation, une pandémie mondiale, dont on peut dire au moins 2 certitudes ou 3. C'est que d'un point de vue planétaire, dans tous les pays du monde, cette Covid-19 a provoqué un ébranlement à la fois intime et collectif, puisqu'il a attaqué tous les systèmes organisateurs de notre vie sociale. Nous devons apprendre à gérer la distanciation. Nous devons vivre en présence d'un virus qui est un ennemi infiniment petit, mais mortel et dangereux. La deuxième certitude, c'est que cette pandémie nous rappelle des choses qui doivent nous conduire à plus d'humilité dans nos modes de présence, quelles que soient les instances auxquelles nous sommes appelés à être présents. Elle nous rappelle tout simplement, cette pandémie, que nous sommes tous des mortels. Avec le progrès, la modernité,
Parfois, on a tendance à l'oublier. Mais elle nous rappelle surtout, et c'est ça qui est important, que ça peut arriver tout d'un coup. Nous en avons fait des preuves. Nous avons perdu beaucoup d'êtres chers. Et je voudrais renouveler les condoléances à leur famille et prier pour le repos de leur âme. Le manifeste des sangs. Alors, ça arrive dans un contexte. L'état de droit, je disais tout à l'heure à l'entame de mon propos que je n'étais pas sur le même point de vue, pour une raison simple. L'état de droit, vous avez commencé à le dire, et vous n'avez donné qu'une partie de la définition de l'état de droit, dans la perspective où l'autorité centrale qu'est l'État est elle-même soumise au droit, à l'instar de tous les citoyens. Et il y a une deuxième soumission totale de l'État au droit. Et de tous les citoyens au droit. Mais il y a une autre chose qui est essentielle dans l'État de droit. C'est l'acceptation collective par le corps citoyen des règles, des principes et des valeurs qui structurent l'État de droit. Ça, c'est un premier fait. Alors, quand vous voyez dans notre pays, moi j'ai une préoccupation sur la démocratie et sur l'État de droit, mais pas pour les mêmes raisons. Ma préoccupation est la suivante. Quand dans un pays, la société civile, dont la qualité première est d'être à équidistance des forces politiques en compétition, et que celles-ci se retrouvent à côté de l'une d'entre elles, ça me préoccupe. Puisque la vocation première de la société civile est cette qualité d'être à égale distance des chapelles politiques. Vous rangez ces universitaires dans ce lot de cette société civile qui n'est pas à équidistance. Ces universitaires sont théoriquement les maîtres du savoir. Oui. Et quand j'ai lu leur contribution, j'ai trouvé que leur analyse manquait de rigueur. Ah bon? Elle manquait de rigueur puisque c'est une litanie de reproches qui, pour la plupart, ne sont pas fondées et justifiées. Pour moi, l'état de droit, ce ne sont pas des élucubrations. C'est de la mesure et c'est des actes. Ils ont manqué de mesure. Non, de la mesure de l'État. Oui. Je ne parle pas qu'il manque de mesure. Oui. Nous sommes dans une société démocratique. Oui. Et justement, parce que nous sommes en démocratie, qu'une telle prise de parole est possible, sans frais. Qu'un point de vue peut être différent d'un autre, mais qu'il a la même qualité à exister dans l'espace public. Donc, ce n'est pas ça le débat. Quand je parle de mesure, c'est par des actes qui sont posés. On mesure l'état de droit par la soumission au droit. Et je pense que notre pays est particulier pour la qualité de sa justice. Et qu'ils poursuivent soumission totale de l'État au droit, soumission justement qui organise le vivre ensemble indispensable pour faire société. Non, mais ça, c'est deux choses différentes. L'état de droit, c'est un ensemble de règles et de procédures. La société, c'est davantage des valeurs. Le vivre ensemble n'a rien à voir avec l'état de droit. C'est la nation. L'état de droit, c'est des règles, des procédures. En matière de transparence, ça se mesure comment? Est-ce que nous sommes bien positionnés dans tous les indicateurs, dans tous les classements, pour les plus réputés d'entre eux? Il y a des outils. Sur la corruption, par exemple, le Sénégal n'a pas, en termes de perception, n'a pas quitté la zone rouge. Et ça, ce qui est mesuré, ce n'est pas le niveau de la corruption, c'est la perception que X, Y ou Z peuvent en avoir. Mais à côté de ça, il y a des actes concrets qui ont été posés. Vous tenez le code de transparence budgétaire. C'est un indicateur de mesure. Les impératifs qui découlent de nos engagements communautaires en matière de transparence budgétaire, le Sénégal est conforme. La déclaration de patrimoine, innovation. La poursuite de la corruption, OFNAC. Allons-y jusqu'au bout. Non. Déclaration à l'entrée, déclaration à la sortie. Bien évidemment. Combien de gens sont sortis? Alors, et on n'a aucune idée de leur fortune. Ce sont des procédures. C'est des questions de fond, j'aimerais bien qu'on insiste sur ce point. Autant dans le cadre de la loi, il est fixé un délai à partir duquel ou dans lequel il faut procéder à sa déclaration volontaire de patrimoine. Faute de quoi, il y a des sanctions qui sont attachées à la personne défaillante. Et il y a aussi, je pense que c'est ça la loi, un délai après la cessation des fonctions dans lequel le rapprochement des deux patrimoines devra être fait pour mesurer son évolution et conclure à
à l'acceptabilité ou non. Donc c'est ça le principe. Oui, d'accord. On sait que le chef de l'État, vous dites déclaration volontaire, mais le chef de l'État avait fait même un rappel à l'ordre en plein Conseil des ministres en disant allez tous faire vos déclarations de patrimoine. Je pense que toutes les personnes concernées se sont acquittées. Et ceux qui sont sortis? Ceux qui sont sortis, ils viennent à peine d'avoir 3 mois. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est le principe. Et cela va se faire. Il est utile de le rappeler. Va être fait. Il est utile de le rappeler puisque c'est ce que dit la loi. Oui. Et dans notre système, dans un état de droit, personne n'est au-dessus de la loi. Justement, la patronne de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption a eu à dire qu'il y a une vingtaine de dossiers qui ont été envoyés au procureur qui n'ont pas été traités. Donc il n'y a pas de sanction. Vous parlez de 2 choses. Oui. Les dossiers qui sont envoyés au procureur, pour ce que j'en sais, sont des dossiers de suspicion ou d'accusation de corruption, qui n'ont rien à voir avec une déclaration de patrimoine. Donc il ne faut pas que l'on mélange les choses. Maintenant, dans notre système, le procureur, il est saisi parce que c'est lui qui est juge de l'opportunité des poursuites. Et maintenant, les 2 fonctions ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes fonctions. L'OFNAC est le réceptacle pour accueillir toutes les plaintes, toutes les demandes d'enquête sur la base d'accusations par dénonciation ou par des rapports transmis, voilà. Mais sur la déclaration de patrimoine, je pense que c'est ça la règle et il faut en rester là. La perception ou le constat... Autre élément de mesure de l'état de droit, c'est l'indice Mo Ibrahim. Même si j'accepte avec vous que sur l'indice de perception de la corruption, il faut que l'on progresse davantage, puisqu'il y a des dispositifs qui doivent être pris. C'est le cas de la loi sur l'accès à l'information, puisque en matière de gouvernance et de transparence, la notion d'accès à l'information est essentielle et importante. Et dans le cas du Sénégal, la loi relative à l'accès des citoyens à l'information est presque aboutie, tant du point de vue de la loi que des décrets d'application qui doivent lui donner une réalité, une effectivité. Sur la question qui a préoccupé tout le pays sur la dernière période, qui est la transparence dans les industries extractives, le Sénégal a été classé. Il faut l'accepter. Quand il y a un succès du Sénégal, il faut qu'on l'accepte. Classé parmi les meilleurs élèves au niveau de l'ITIE. Et pourtant, c'est une démarche volontaire. Et ce succès a valu au Sénégal d'élargir cette transparence au niveau du secteur minier, avec des dispositions très claires. Il y a une bonne information sur les propriétaires des permis. Il y a une bonne information sur le niveau de ressources tirées de l'exploitation. Et nous avons été encore plus loin en disant que ces ressources appartiennent aux Sénégalais. Non, moi je fais attention quand même. Moi je me méfie un peu des intellopopulistes qui reprennent un peu ces causes, alors que moi j'attendais justement nos intellectuels qu'ils nous disent quel est le modèle pour engager la lutte contre la Covid. On ne les a pas entendus. De même que la société civile. J'attendais d'eux, au moment où on se passe l'exploration sur Mars et que tout le monde est intéressé par ça, qu'ils nous disent quelle est la proposition pour accompagner le Sénégal dans sa modernité. Et qu'ils nous disent enfin... ça, c'est un État stratège aussi qui donne le là, qui indique le cap. On a une bonne classe universitaire, ça c'est incontestable. Mais les questions de la modernité. Et moi je remarque, pour la société civile, comme pour beaucoup d'acteurs, ils sont très rarement sur les questions qui préoccupent les populations. Très bien. Ils sont très rarement que sur je ces pose questions. les questions. Le président de la République, si on vous suit, n'entend pas traiter ce manifeste des 102 universitaires. Mais écoutez, est-ce que vous dites qu'il manque de rigueur? Il manque de rigueur, mais je pense que nous sommes dans un débat démocratique. Oui. Ils ont donné un point de vue, mais nous apprécions et nous donnerons un point de vue. Mais si on vous entend, apparemment, oui. Mais attendez, moi j'ai quand même le droit de penser que ce manifeste manque de rigueur en l'état. C'est ce que pense le chef de l'État? Non, c'est ce que Seydou Gueye pense. Très bien. Par contre, là où je suis interpellé, et je voudrais vous interpeller, sur la société civile, puisqu'on en parle, mais quelle est la qualité quand même de notre société civile quand, dans notre pays,
un homme politique défie la justice, veut décider de qui doit le juger, insulte l'État, défie les institutions, attaque notre justice, personne ne parle. Permettez que je rappelle que vous êtes Seydou Gueye et que vous êtes le porte-parole de l'APR et également un ministre porte-parole, coordonnateur de la communication de la présidente de la République, et que vous êtes l'invité du jury du dimanche iRadio ITV, justement. La levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, puisque vous faisiez allusion à cela, accusé de viol et de menaces de mort par une masseuse. Pour le leader de PASTEF, la procédure n'a pas été respectée. Il accuse le chef de l'État nommément de comploter contre lui. Que va-t-il se passer après la levée de son immunité avec le refus de M. Sonko de répondre à la convocation du juge d'instruction? Je pense que même dans votre façon de me poser la question, vous ne parlez pas des faits. Il est accusé de viol de menaces de mort, moi, des faits présumés. Pour moi, la question en discussion, ce n'est pas la levée de l'immunité parlementaire. La question en discussion, c'est que nous avons tous appris qu'un homme politique d'envergure, Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF, les Patriotes, arrivé 3e à la dernière élection présidentielle, est accusé par une jeune fille de 20 ans, masseuse dans un salon. Et quand on a entendu les propos de Ousmane Sonko, lui-même, il dit « Je m'y suis rendu nuitamment, j'ai l'habitude de m'y rendre pour prendre des soins de massage. » Mais tout ça, c'est le complot de Macky Sall. Voilà en substance ce qu'on dit. C'est ce qu'il soutient. Alors que nous savons que c'est lui-même, Ousmane Sonko, marié, rigoureux sur les questions morales, se positionnant sur ce référentiel dans le champ politique jusqu'à créer une identité distinctive. Marié à 2 femmes, qui s'est rendu volontairement dans un salon pour livrer son corps à une jeune fille de 20 ans. Ce qu'il s'est passé dans le salon de massage... Il est parti se faire masser parce qu'il a des douleurs lombaires. Il est malade. Ce qu'il s'est passé dans ce salon de massage, suite aux accusations de la jeune fille, ni vous, ni moi, ni quelqu'un d'autre ne le sait. Et c'est pour cette raison que quand il y a un conflit entre 2 citoyens sénégalais de portée pénale ou même civile, il appartient à la justice de tirer ça au clair pour que la vérité éclate. Donc ça, c'est le principe. Et jusqu'à plus ample informé, et jusqu'à aujourd'hui, au moment où nous parlons, M. Ousmane Sonko bénéficie de la présomption d'innocence. M. Ousmane Sonko n'est pas inculpé. Ce que la justice a demandé au niveau de la phase d'enquête, qui est un moment où les enquêteurs viennent interviewer ou interroger toutes les parties en cause pour au moins étayer le bien fondé de la plainte, ce n'est pas de la poursuite. L'enquête n'est pas l'instruction et ce n'est pas de la poursuite. Mais dans notre pays, le parlementaire bénéficie d'une immunité qui se décompose en deux données, c'est l'irresponsabilité de ses propos dans l'hémicycle et la protection. Pour que la justice puisse l'interroger, il faut que celle-ci soit levée. De façon substantielle. Moi, j'ai bien écouté Ousmane Sonko et ses soutiens. Je ne comprends pas et je ne sais pas tout ce qu'il reproche à la procédure. Ce que j'ai entendu, c'est un discours avec des élucubrations politico-judiciaires pour argumenter une théorie de complot. J'ai écouté M. Ousmane Sonko pendant 2 heures, 120 minutes. C'est le temps d'un match de foot avec prolongation. Mais au final, pas un seul mot sur l'affaire. On va quand même aller vite. Son immunité parlementaire a été levée. Il estime que la procédure n'a pas été respectée. Il en tire la conséquence qu'il ne va pas déférer à la convocation du juge. Mais c'est sa liberté. Et je vous ai dit tout à l'heure que je ne sais pas ce que Ousmane Sonko reproche à la procédure. Ce que j'en pense, c'est que l'argument du complot est insoutenable. Aucun d'entre nous, que je sache, n'est mêlé à ça. Et je vous rappelle, d'ailleurs, quand l'affaire a été portée sur la place publique
le vendredi 5 février. Sur la page personnelle de M. Ousmane Sonko, en réaction, il avait dit la chose suivante. Et c'est ça, je peux vous le dire par cœur, de tête. Mes chers amis, depuis quelques mois, des amis, y compris de l'intérieur, ne cessent de m'interpeller sur un complot en préparation portant sur des mœurs, après que les premiers aient lamentablement échoué. Point. Mes chers amis, je voudrais vous rassurer. Je n'ai rien à voir avec ces mensonges crapuleux. C'est ça qu'il a dit. Le vendredi, le dimanche, il dit « Oui, je suis allé, je suis malade, mais c'est le complot de Macky Sall. » Il n'y a aucun complot. L'État n'a rien à voir avec ça, l'Alliance pour la République encore moins, et la coalition Benno encore moins. Que va-t-il se passer maintenant que son immunité est levée et que le juge, en tirant la conséquence effectivement de la levée de cette immunité parlementaire, va certainement vouloir l'entendre comme il a entendu l'accusatrice, la plaignante? Alors, mais vous aviez parlé à votre entame de l'état de droit. L'état de droit, c'est des procédures. Ce qui compte, c'est qu'il faut que force reste à la loi. Ce qui importe, il faut que cette affaire soit tranchée par la justice de façon impartiale, hors pression de quelque bord que ce soit. C'est-à-dire que force reste à la loi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le principe de l'état de droit. Oui. Et tout le monde sait ce que signifie force reste à la loi. Oui. C'est-à-dire que quand dans un pays... Est-ce que de gré ou de force, M. Sonko va être amené devant le juge? Nous avons... C'est-à-dire, moi je ne peux pas comprendre cette théorie qui consiste à dire on va avoir tous les avantages de la démocratie en termes de liberté et on refuse toute forme d'autorité à l'État. Ça ne peut pas marcher. Oui. Nous sommes dans un état de droit. Tous les citoyens sont soumis au droit et il ne peut pas y avoir dans notre pays un citoyen sénégalais qui soit hors de portée de la loi parce qu'il a un statut différent des autres. Ousmane Sonko sera contraint. Ousmane Sonko est un justiciable. Ousmane Sonko est un justiciable comme vous et moi, comme Adji Sarr et comme tant d'autres Sénégalais. Et cette affaire est une affaire de mœurs. Elle n'est pas politique. Elle n'a aucun relent de complot politique. C'est une affaire privée d'un conflit entre deux citoyens sénégalais dont l'une accuse l'autre de viol et de menaces de mort. Et tous les jours dans nos tribunaux, tous les jours, Mamoudou. Mais c'est des dossiers comme ça qui sont présentés au juge. Peut-il arriver quand un citoyen, si je suis votre raisonnement, refuse de déférer à la convocation d'un juge? Mais ça, c'est du domaine du juge, qui peut s'appuyer sur les forces publiques pour faire exécuter des décisions. Quand un huissier bénéficie du concours de la force publique pour exproprier votre locataire défaillant ou carent, c'est la même chose. C'est la même chose, mon cher. Récuse justement le juge Mamadou Seck du 8e cabinet d'instruction. Et il n'a pas manqué également de dire ce qu'il pense du procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, et du juge d'instruction, Samba Sall. C'est des propos qui l'engagent. Je crois que le régime de la récusation est réglé par les textes de loi. Premier point. Deuxième point, je ne tomberai pas jamais dans le piège qui consiste à dire oui, voilà, non, le juge n'est pas bon, la justice n'est pas... La justice rend des décisions tous les jours par centaines. Et c'est chaque fois qu'un homme politique est pris dans les filets de la justice qu'il argumente sur cette stratégie éculée du complot. Ce n'est pas vrai. Dans cette affaire aujourd'hui, vous regardez autour de nous ce qui se passe. Dans d'autres pays, des personnalités sont impliquées, accusées de viol. En France, Gérard Depardieu, Patrick Poivre d'Arvor, le cousin de la reine d'Angleterre, a été condamné récemment pour agression sexuelle. C'est des choses qui arrivent tous les jours. Mais pourquoi voulez-vous que, parce qu'il s'agit d'un homme politique, il est au-dessus de tout soupçon? Lui parle de complot, mais on a entendu également ce communiqué, où on l'a lu, de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, qui a été opposant et qui n'était pas un opposant tendre, parler de piège en disant qu'il a été piégé par le régime. Mais il ne faut pas s'en arrêter à là. Le président Entre le complot et le piège, qu'est-ce que vous préférez? Rien, je préfère la responsabilité
et la liberté de Ousmane Sonko, qui est allé se faire masser délicieusement par une jeune fille de 20 ans. Vous l'avez piégé? Non, il a pris sa responsabilité. On ne l'y a pas amené de force. On ne s'est pas occupé de ces séances, personne ne le savait. Et je pense que lui-même, en toute responsabilité, comme il l'a dit dans sa première sortie, mais il est allé nuitamment, il est allé régulièrement parce qu'il avait un besoin de se faire masser parce que souffrant d'une maladie dont le massage semble être la thérapie. Jury du dimanche avec Seydou Gueye, vous disiez tout à l'heure que le procureur, parlant de l'OFNAC, de la corruption, était le maître de l'opportunité des poursuites, ce qui est vrai. Ce qui est reproché justement à votre régime, c'est des poursuites sélectives. Comment pouvez-vous justifier que quand c'est un dossier qui concerne un opposant, que le procureur fasse diligence et que quand des gens du régime sont cités, que rien ne se passe? Je vous donne juste 2 exemples pour battre en brèche cette théorie. Le premier exemple, un parlementaire, membre de l'Alliance pour la République, a été inculpé, donc poursuivi, pour du faux ménage. Monsieur Bougazeli, il a été dans les lions de la détention, oui. Et il a purgé en préventive, je pense, 6 mois. Et la procédure se poursuit. Deuxième exemple, Aliou Sall, combien de fois a-t-il allé répondre au procureur? Combien de fois s'est-il présenté à la DIC dans le cadre d'une enquête ouverte? Et tous ceux qui l'ont accusé ont été convoqués, mais n'ont pas été capables de poser des preuves, puisque une coupure de journal, aussi crédible que soit l'organe, n'est pas une preuve. Un livre qu'on a écrit sur une affaire, ce n'est pas une preuve. Et d'autres membres de l'Alliance pour la République, pour des faits de gestion, ont été convoqués devant la Cour des comptes. Ça, c'est un faux argument qui ne tient pas la route. Puisque ceux qui exercent la justice dans son pays ne sont pas moins dignes que nous. Ils sont sortis des écoles, ils ont été bien formés, ils règlent les questions sur la base des faits, pas des commentaires, encore moins des spéculations. Ils règlent ces questions sur la base des dispositions légales et tranchent par leur intime conviction. C'est ça notre système. Si on ne l'accepte pas, je parlais des règles que nous devons tous accepter. Si on ne les accepte pas, on ne consolide pas et on ne conforte pas l'état de droit. Que Khalifa Sall soit jugé et condamné, qu'aujourd'hui Ousmane Sonko fasse l'objet de poursuites, il faut y voir un hasard de calendrier. Ce n'est pas un hasard de calendrier, c'est des faits à partir desquels des décisions ont été prises. Mais que demain Seydou Gueye soit jugé, c'est dans l'ordre du possible. Alors, qui a parlé à Sonko d'une offre de travailler que lui aurait faite le président Macky Sall? Je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas du tout. Mais je pense que c'est dans... Est-ce qu'il y a une offre dans émanant du président Macky Sall? Je pense que le président Macky Sall, sur la question de la Casamance, en a fait une question nationale. Et en termes de posture, il a estimé que toute personne pouvant apporter une contribution déterminante est la bienvenue. Y compris M. Sonko. Mais il n'y a pas de distinction. Est-ce qu'il y a eu une offre en direction de M. Ousmane Sonko? Ce que je sais, oui, c'est que la question de la Casamance est une question importante pour le président Macky Sall, oui, qui l'engage dans une perspective assez novatrice en termes de résolution. Traditionnellement, ce qui se passe en matière de résolution du conflit, c'est un dispositif ou une doctrine qui part du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion. Mais l'option du président Macky Sall, ce n'est pas ça, parce qu'il a estimé qu'on ne peut pas régler la paix ou construire la paix avec le vocabulaire de la guerre, démobilisation, désarmement et autres. Lui, il a fait l'option, au-delà de la façon très efficace et discrète dont il gère la crise, de proposer ce triptyque: reconstruction, réconciliation d'abord, reconstruction et développement. Et c'est à ce titre-là qu'au-delà de l'impératif d'une présence militaire pour sécuriser cette région, il a engagé plus de 500 milliards dans le cadre des programmes tels que PPDC, Programme prioritaire de développement de la Casamance, 500 milliards dans la région naturelle de la Casamance, puisqu'il a fait l'option de faire de la Casamance le premier pôle territoire d'expérimentation des politiques publiques. Et donc c'est ça qui aujourd'hui nous vaut
cette accalmie, et c'est ça qui crée l'espoir d'une sortie définitive de la crise et pour une paix durable. Et à ce jeu-là, Mamadou, si vous avez un rôle à jouer, vous êtes le bienvenu. Oui, quand M. Sonko dit « je suis prêt », le seul sujet sur lequel je suis prêt à travailler avec le président Macky Sall, c'est le dossier Casamance, mais en précisant « je ne veux pas de salaire, je veux juste être habilité à le faire ». Mais je pense que nous tous, au regard de nos relations, de nos aptitudes et de nos capacités, devons, chaque fois que nous pouvons apporter une contribution pour faire avancer notre pays, consolider la paix, on peut le faire sans alerter qui que ce soit. Maintenant, quand on environne ça d'éléments, oui, je suis un patriote, je ne veux pas de salaire, tout ça pour moi c'est pour épater la galerie, ce qui est essentiel. La Casamance, c'est une affaire sérieuse, on la traite avec le sérieux que la situation demande. Et finalement, peut-être l'interprétation qu'on peut avoir, c'est que malgré les discours guerriers, va-t-en-guerre de part et d'autre, peut-être qu'une éventuelle collaboration entre le régime et le parti de M. Sonko n'est pas à exclure, d'autant plus qu'au tout début de la pandémie, il a fait partie des leaders politiques qui ont été reçus par le chef de l'État au palais. Mais le faisant, le président Macky Sall a été à sa place et a été dans son rôle. Et je crois que cette dynamique a été très positive, puisqu'elle a permis la mobilisation du corps social et l'acceptation par tous les acteurs que nous sommes dans une situation très particulière et nous abordons cette guerre en toute confiance, puisque nous avons les forces qui sont mobilisées et le général au front. C'est ce qui nous a permis de gérer la pandémie dans sa première vague, de la gérer à un tel point que ceux qui analysent les modalités de gestion ont positionné le Sénégal comme premier en Afrique et deuxième dans le monde dans le cadre de la première vague. C'est cette mobilisation sociale à partir de cet élan collectif créé par le président Macky Sall qui nous a permis d'adopter un plan de résilience à hauteur de 7,5% du PIB, c'est-à-dire 1 000 milliards de francs CFA. Très bien. Stop un peu. On va revenir sur cette pandémie, la vaccination, y compris celle du président. Mais Seydou Gueye, pourquoi les arrestations de Guy Marius Sagna, de Assane Diouf et de Clédor Sène? Je suis commissaire de police ou juge. Moi, je suis homme politique. Je ne suis pas commissaire de police, je ne suis pas juge. Le politique. Par contre, au niveau de l'État, il y a une responsabilité qui est impérative. L'État doit vous garantir, vous, à vous, Mamadou, à moi, Seydou, et à X, la sécurité et la tranquillité. L'État doit garantir le fonctionnement des services publics. Et quand l'État, sur la base des informations qu'il a, des déclarations qu'on entend, pense qu'il y a risque de trouble à l'ordre public ou que des actes sont posés dans cette direction, sa responsabilité au titre de cet impératif et de cet impérieux devoir, c'est de prendre toutes les mesures pour que les citoyens soient en paix, en tranquillité. Pourquoi? Nous avons toujours des situations où il y a des urgences médicales et il faut que les gens puissent aller se faire soigner. Et quand tout est bloqué, quand tout est dans le désert, ce n'est pas acceptable. Et l'État du Sénégal doit de la sécurité aux Sénégalais, doit la stabilité aux Sénégalais, et l'État du Sénégal le fait sans trembler. Quel acte ils auraient posé? Moi, je ne suis pas dans le dossier. Je ne suis pas dans le dossier. J'ai entendu parler d'audio, j'ai entendu des déclarations. Ça, c'est l'affaire du juge. C'est comme pour l'affaire Sonko. Tout ce qui s'est passé dans le salon de massage, on n'en sait rien. C'est le juge qui doit faire la lumière sur cette affaire. C'est aussi simple que ça. La vaccination du président Macky Sall dans ce jury du dimanche iRadio ITV contre la Covid, oui, on l'a vu jeudi se faire vacciner. Quel est le message? Je pense que c'est le sens du devoir qui a poussé le président Macky Sall à donner la pédagogie par l'exemple. Et rappelez-vous que dans les séquences antérieures, quand c'était autour du lavage des mains, il avait, par l'exemple, montré comment on lavait les mains pour recommander aux Sénégalais de le faire, parce que c'est des mesures barrières. Mais le président a donné l'exemple, puisqu'aujourd'hui, il faut que l'on comprenne tous les enjeux. Dans le dispositif de prévention,
avec la validation par l'OMS des candidats vaccins, nous disposons d'une opportunité supplémentaire pour nous prévenir et protéger les autres. Il a lancé une grande stratégie nationale de vaccination qui est engagée avec 200 000 doses acquises auprès de Sinopharm pour 2,2 milliards de francs CFA. J'ai entendu dire... gratuit. Ce n'est pas gratuit. Nous avons payé. On a quand même parlé De la même moment manière, de gratuité. Non, c'est-à-dire qu'il y a Ça une n'a jamais confusion. existé. La gratuité, Oui. elle concerne COVAX, qui est une initiative de l'OMS qui travaille dans le cadre de la solidarité internationale. Et la Côte d'Ivoire va recevoir son premier lot de vaccins COVAX. Et nous, en début mars, on l'aura. Mais cela ne nous empêche pas. De Sinopharm. Non, je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Parce que COVAX, Très bien. c'est un consortium. Je ne sais pas quel va être le candidat qu'ils vont proposer. Mais l'idée, c'est d'aider les pays pauvres, à pouvoir accéder au moins à 20% de vaccination. C'est ça, COVAX. 20%, c'est insuffisant pour notre pays. Et c'est à ce titre-là que le président Macky Sall a dit que par nos ressources propres, nous allons consolider la protection de nos populations. Et on a engagé, dans un ciblage précis, une première campagne pour les 200 000 doses qui va être pour les personnes du troisième âge, le personnel en première ligne au niveau du corps médical. Oui, et il y aura d'autres doses, des contacts ont été établis pour acquérir Sputnik 5, comme d'autres candidats vaccins pourraient faire l'objet d'acquisition pour le Sénégal. La perspective, c'est d'arriver à au moins 7 millions de doses pour les Sénégalais. Très bien. Alors, 200 000 doses là, destinées à des personnes que vous venez de citer, parce que jugées à risque, la perception, ou en tout cas, quand on voit ces images, c'est comme si cette vaccination concernait les privilégiés finalement. Non, ça c'est nous faire un mauvais procès. Non, la campagne a été lancée par le ministre de la Santé en perspective de vacciner le personnel médical et le gouvernement. Le président de la République se fait vacciner, il est accompagné des membres de son gouvernement. Mais d'un point de vue pratique, il faut comprendre, le président ne peut pas être vacciné et ses collaborateurs étant toujours à risque. Quand on dit tous les maires... Maintenant, non, quand même, on a vu les images, vous les avez vues. Non, Mamoudou, il faut y aller. On a démarré la campagne mardi et nous sommes dimanche. À ce jour, il y a plus de 10 000 personnes qui ont été vaccinées. C'est ça qu'il faut considérer. Et quand on dit aux maires d'organiser avec les districts, c'est organiser en mobilisant, en allant chercher les personnes du troisième âge, en faisant le travail. Et moi, vivant avec des comorbidités aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais bien sûr. Mais on peut être jeune et avoir une maladie bien sûr. Est-ce que vous êtes qui nécessite qu'on soit vacciné. Vous êtes fait vacciner, Mamoudou? Non, pas encore. Il faut le faire. Je vous le recommande. Non, pas encore. Ça fait pas mal. Moi, je laisse. Je ne fais pas partie je touche du bois des personnes prioritaires. C'est pour ça qu'il est important aussi de laisser la place aux personnes prioritaires. Oui, bien sûr. Oui. Le président a indiqué très tôt l'obligation impérieuse pour le ministre de la Santé de faire respecter les critères, de le gérer en toute transparence, en toute équité. Et quand vous dites qu'il est jeune, il a des comorbidités, il n'a pas 60 ans, c'est de l'équité. C'est ça que le président a indiqué au ministre de la Santé. Maintenant, quand vous faites votre procédure de vaccination, on vous dit quel est votre âge? Est-ce que vous avez des comorbidités? Est-ce que vous avez des maladies chroniques? Tout ça participe du questionnaire. Je pense qu'en matière de vaccination, le Sénégal est riche d'une très forte expérience avec son programme élargi de vaccination, qui aujourd'hui travaille sur on sait aussi vaccins. cette inclination de nos politiques souvent à ne pas faire les choses proprement. Oui, c'est un défaut. C'est un défaut de notre société. C'est un droit, le vaccin, surtout quand on en a besoin. C'est un droit. Mamoudou, c'est un défaut. Mais les dispositions ont été prises dans le cadre d'un comité où il n'y a aucun politique. Le comité de suivi de la campagne de vaccination, il n'y a aucun politique. Alors, si on ne prend pas les vaccins ou si vous ne prenez pas les vaccins, je vais les donner à d'autres pays africains qui en ont besoin,
Qu'est-ce qui se passe avec la communication du président Macky Sall? C'est lui qui s'est exprimé ainsi. Oui, mais c'est une boutade qu'il faut prendre sur le ton de l'humour. Puisqu'on ne peut pas investir autant d'argent, tirer des ressources nationales, des ressources publiques pour le faire. Mais d'ailleurs, ce qui importe, c'est de considérer que ça se déroule très très bien. Oui. C'est une boutade. Et vous êtes un communicant, vous savez, il y a des boutades que les uns peuvent accepter dans le ton un peu caustique. Oui, c'est sur un sujet sérieux, ce n'est pas d'ailleurs comme cela que certains Sénégalais l'ont compris. Yang Diène, des réseaux sociaux, c'est important parce que le principe de cette émission, c'est de permettre aux citoyens de poser des questions. Pourquoi le président communique si mal envers son peuple en disant si vous ne vous vaccinez pas, je vais les donner à d'autres pays? Oumar Modisso, pourquoi le président communique toujours mal à son peuple? Le vaccin ne lui appartient pas, mais au peuple sénégalais qui est contribuable. Oui, non, je ne pense pas que le président communique mal. Je les remercie pour les questions et qui portent aussi des avis. Moi, je ne pense pas que le président communique mal. Je pense que le président communique de façon efficace. Donnez-nous une indication de la stratégie efficace de communication. Oui. Non, mais la stratégie de communication, je ne vais pas en parler ici. Oui. Je ne vais pas Vous en dites parler qu'elle ici. Est efficace. Elle est efficace. Oui, donnez-nous des indications. Puisqu'il sait et il connaît les momentum. Chaque fois que le peuple a besoin de l'entendre, il fait une communication très à propos. Sa communication n'est pas une communication théorique ou pleine de figures de style. C'est une communication qui rappelle ce qui est essentiel, qui mobilise le corps social, qui réunit et qui pousse à l'action. Puisqu'il est structuré comme ça, le président Macky Sall est un homme qui a une pensée tourné vers l'action, mais qui est capable aussi d'anticipation. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, par l'anticipation, qu'aujourd'hui, nous sommes le premier ou parmi les 7 premiers pays d'Afrique à avoir démarré une campagne de vaccination. Puisque très tôt, il a pris toutes les dispositions, puisque vous le savez, aujourd'hui, c'est plus de 14 milliards de doses de vaccins qu'il nous faut, et tous les pays sont en train de chercher à acquérir des doses de vaccins. Et donc, il y a des enjeux toujours financiers, géostratégiques, géopolitiques. Et il a pris, par anticipation, toutes les dispositions pour ouvrir des conversations avec toutes les sources d'approvisionnement pour permettre aux Sénégalais d'avoir ces 7000 doses de vaccins, puisque son ambition est de protéger les populations. Et c'est ça qui est essentiel. Avec des conséquences économiques et sociales qu'on oublie aussi cette pandémie. Karim Ndiaye, des entreprises procèdent à des licenciements de leurs salariés, les justifiant par une baisse d'activité liée à la pandémie de la Covid-19. J'aimerais savoir quelle est la stratégie de l'État pour protéger les emplois. C'est un phénomène mondial, je l'ai dit tout à l'heure à l'entame, que c'est un ébranlement collectif. Dans tous les pays du monde, on perd des emplois. Aux États-Unis, c'est par dizaines de millions qu'on a perdu des emplois. Mais il faut se féliciter d'avoir un pays, de vivre un pays dans lequel, déjà, dès les premiers moments de la pandémie, il y a eu un plan de résilience sur 1000 milliards, dont pratiquement les 600, ou sinon plus, ont été destinés au secteur de l'entreprise. Par des facilités fiscales, mais surtout par des dispositifs pour aider à l'investissement selon des formes beaucoup plus souples et beaucoup plus rapides. C'est dans ce cadre-là qu'un secteur comme le tourisme, qui a été très très touché, a bénéficié d'un fonds de plus de 50 milliards. Jamais dans l'histoire du tourisme et de l'hôtellerie, on a eu ce fonds. Il n'est pas destiné à financer la trésorerie. Vous interrogez les acteurs touristiques, ils disent que le secteur est presque à terre. Oui, non, mais ça c'est Mamoudou. Moi, ce que je dis et ce que vous dites, ce n'est pas la même chose. Ouais. Le secteur connaît d'énormes difficultés, puisque les frontières sont fermées. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de touristes, on ne sort plus le soir, il n'y a pas de resto. C'est ça, il n'y a pas de restaurant. C'est ça la réalité. Mais face à ça, on ne tient pas un discours d'impuissance. Oui. On a un discours d'action. C'est pour ça qu'on vous demande. Et l'action, qu'est-ce que l'État a je prends ce secteur. Par rapport à ses conséquences économiques et sociales. Je prends ce secteur qui bénéficie d'un investissement, d'un soutien, d'un fonds. Les artisans, 30 milliards pour les artisans, ce qui est fait. Le système de l'éducation et de l'enseignement, reçu des ressources pour faire face. Vous prenez la pandémie est toujours là. Oui, c'est-à-dire ce 2 mars d'ailleurs marque la date anniversaire entre guillemets de la présence de cette pandémie au Sénégal. De notre premier cas. Oui. Mais vous-même, vous êtes patron d'entreprise. Oui. Vous avez été impacté. Absolument.
Et à ce titre, le secteur de la presse fait partie des secteurs et le secteur de la impactés. presse a bénéficié de l'appui. D'abord par le doublement de l'aide traditionnelle à la presse, ensuite par un fonds qui a été Un doublement quand même avec des réserves, puisque dans la loi de finances, à la place de 1,4 milliard, il est écrit noir sur blanc que c'est plutôt 900 millions. Non, c'est 1,4 milliard et vous avez le droit de vous livrer au quart d'heure syndical, d'aller protester pour récupérer la différence. C'est le président de la République qui a dit « je double ça » et il a mis d'autres ressources. Le secteur, les artistes, ils ont été soutenus. La dernière, je crois qu'il y a eu plus de 5 milliards pour les artistes dans notre pays. Ensuite, l'industrie pharmaceutique, le secteur de la santé, qui va bénéficier d'un plan de 500 milliards, dont l'exécution a déjà démarré avec le recrutement de 1500 personnes. Oui, on est d'accord. Il y a eu un plan de résilience avec le fonds Force Covid de 1000 milliards de francs CFA, avec des soutiens directs comme les remises fiscales et autres, toutes les autres mesures. Mais cette pandémie n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Oui. Et on a un plan de relance qui tient compte justement de l'impact de la pandémie et qui nous oblige aujourd'hui à ajuster nos priorités. Le PAP 2A, c'est l'ajustement de la stratégie et l'accélération de la mise en œuvre. Alors, l'ajustement, c'est donner une plus grande priorité à la conquête de nos souverainetés sanitaires, pharmaceutiques, alimentaires. C'est le soutien au secteur privé, mais c'est l'implication également du secteur privé pour le conforter, le consolider, puisque nous comptons sur le secteur privé à hauteur d'au moins 39% du financement du PAP 2A, qui est, je vous le rappelle, de plus de 14 milliards. 14 000 milliards. Il nous reste 5 petites minutes, on va y aller très vite. Seydou Gueye, porte-parole de l'APR, mais aussi ministre porte-parole à la présidence de la République et l'invité de ce jury du dimanche. Question politique. Deuxième année de son second mandat après sa réélection en février 2019. Une candidature pour un troisième mandat est-elle envisagée au niveau du président Macky Sall? Vous connaissez la règle? Je ne la connais pas. Moi, je n'en parle pas. C'est notre ligne. Ah oui? Ben oui. D'autres en parlent. Le temps viendra. Universitaires, dans leur manifeste, n'ont pas manqué de rappeler l'article 27 de la Constitution. Le temps viendra. En disant nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Nous sommes en démocratie. Oui. Ce débat peut être tenu par tous ceux qui ont envie de le porter. Nous avons comme ligne de ne pas nous mêler de ce débat, puisque nous avons choisi, à peine 2 ans en début de mandat, de nous consacrer beaucoup plus aux attentes qui ont fait que les Sénégalais ont massivement voté le président Macky Sall dès le premier tour pour son projet Liggéeyal Ëllëg, avec ses 5 programmes prioritaires, ces 5 programmes de portée nationale et les accès universels. Un débat quand même parti de vos instances. Le calendrier électoral, vous allez quand même en parler. Bien sûr. Quand est-ce vont se tenir ces élections locales? Pour ce que je sais, il y a une très bonne nouvelle. Oui. C'est que les opérations d'audit et d'évaluation du fichier ont démarré. Dans l'instance du dialogue, dans la commission politique, qui a été présidée par Feu Mamadou Niang, nous renouvelons nos prières pour que Allah l'accueille au paradis, avait abouti à des consensus forts, puisque sur les 29 points en discussion, il y avait le consensus sur les 27 points. Donc, à la demande de l'opposition, la révision, l'audit et l'évaluation du processus électoral. Et aujourd'hui, sur un aspect, l'audit, je crois, des partenaires ont aidé au financement, donc les opérations ont démarré. Il y a eu beaucoup d'étapes en termes de procédure pour la sélection des cabinets. Voilà, donc ça a démarré. Oui. C'est une excellente nouvelle. Il y a aussi des éléments qui sont issus du dialogue et qui demandent une prise en charge à travers une loi ou des décrets. Le parrainage. Ça va être fait. Parrainage en discussion. Je ne sais pas si au niveau des élections, mais la tendance est de dire qu'aux élections locales, on pourrait supprimer le parrainage. Oui. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il y avait un point d'accord fondamental pour que la date de l'élection ne soit arrêtée qu'après avoir réglé tous ces préalables dont on avait estimé que c'était essentiel pour qu'on ait des élections régulières
transparente ou à contestation nulle, sinon Autrement dit, marginale. vous ne donnez aucune garantie que ces élections locales vont se tenir en 2021. Mais ce que je peux vous donner comme élément, Oui. c'est que la perspective qui est annoncée, c'est qu'on les tiendra en 2021. Oui. Il y a des actes Oui. qui sont préalables à une bonne tenue des élections qui sont en train de se dérouler. Maintenant, il faut s'en féliciter, puisqu'il y a 3 semaines, les travaux n'étaient pas engagés. Donc, il y avait encore beaucoup d'incertitudes. Plus on avancera, moins il y aura d'incertitudes. Les législatives prévues en 2022, il C'est faut ça les l'agenda. tenir à bonne date. C'est ça l'agenda. Vous êtes pour qu'elles se tiennent en 2022. Mais dans un pays, Parce qu'il dans y a une une démocratie, idée de couplage qui a été agitée avec la présidentielle en 2024. C'est notre tradition, Oui. couplage avec des locales, couplage avec les présidentielles, tout ça c'est des scénarios et des hypothèses. Pour ce que j'en sais, ce qui importe, c'est que nos élections soient organisées de façon régulière, transparente, inclusive, pour qu'elles nous valent des résultats à contestation nulle, sinon marginale. Ce n'est pas le Ça, cas, c'est là. un point de stabilité. Ça, Non, les gens ce sont n'est pas le entrés. cas. Le Mais calendrier est complètement chamboulé. mais la démocratie, c'est les consensus. Et quand il y a des consensus en matière Oui. électorale, elles valent mieux que des lois coercitives que personne ne partage. Êtes-vous pour un couplage entre les élections législatives et la présidentielle en 2024 C'est un scénario qui peut se défendre. qui est ouvert? C'est un scénario qui peut se défendre. Vous y travaillez? Je ne dis pas qu'il est ouvert. Il peut se défendre. Est-ce que c'est une On a hypothèse l'habitude. sur laquelle Non, vous travaillez? La tradition Oui. en matière de débat sur les questions électorales dans notre pays, Très bien. c'est toujours couplage, découplage et autres. Oui. Jusqu'au moment où les acteurs politiques, au regard du contexte, Oui, s'accordent sur ce qui est le plus impérieux très bien. et qu'on aille vers des élections qui nous valent la paix et la stabilité. Dernière chose, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une recomposition politique au Sénégal pour tirer les conséquences quand même de toutes ces affaires qui se sont passées et qui ont concerné des hommes politiques? Je parlais de Khalifa Sall, de Karim Wade. Non, ça, c'est pas de la recomposition L'entrée- politique. l'entrée Non, ça, c'est pas, d'Idrissa non, ça, Seck c'est dans pas le de la camp recomposition présidentiel. politique. Oui. C'est des arrangements politiques. On n'est pas dans ça. Et c'est quoi? Dans la, Vous êtes dans quoi? la recomposition politique, elle est en marche. Puisque vous constatez avec moi le renouvellement des acteurs politiques et de la classe politique. L'émergence d'autres forces citoyennes, qu'elles s'appellent activistes et autres. Mais je ne suis pas de cette école qui pense qu'une opposition doit être incarnée par un homme. On parle toujours de X, Y ou Z. Pour moi, l'opposition, c'est la capacité à des organisations de citoyens de mettre sur la table et de présenter aux Sénégalais une offre politique qui peut être l'alternative du plan Sénégal émergent, mais je pense que dans le contexte de mise en œuvre du plan Sénégal émergent, le PSE est l'horizon indépassable de cette opposition. Je préfère parler d'opposition en termes de projets, de propositions et d'alternatives. Et tant qu'on restera sur le mécanisme, oui, telle personne incarne l'opposition, on est dans le risque du crypto personnel. Merci. Merci à vous Seydou également. Gueye, je rappelle que vous êtes ministre porte-parole, coordonnateur de la communication de la présidence de la République, porte-parole de l'Alliance pour la République. On n'a pas parlé de votre parti. Il se porte très bien, On aura il est très d'autres mobilisé, occasions, probablement. il se bat comme Très bien. sa mission le lui demande. Mahmoud Ibra pour vous présenter ce jury du dimanche iRadio, ITV, imedia.sn, le site d'ailleurs qui est très bien représenté par Babacar Fall pour le texte, photo Abdoulaye Silla, merci à Masbouk pour la réalisation, Iba Marsen pour la prise de son et à tous les techniciens, réseaux sociaux, Mamoudou Diagne, Biram Pouy, bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.